de tutelle pour permettre à ces collectivités d'avoir plus de ressources. Voici pour le sommaire tout de suite le développement. L'afflux des Gambiens en terre sénégalaise continue de plus belle. La communauté s'élargit au bureau d'orientation de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui se trouve au point E. 122 réfugiés, majoritairement des enfants, ont été recensés. Ils ont été accueillis dans des conditions qui laissent à désirer. El Haj Moussabey. Des enfants qui jouent tranquillement, ignorant l'angoisse qui sans doute domine leurs parents. 120 réfugiés gambiens au total, tous ont pris d'assaut le bureau d'orientation HCR Afrique de l'Ouest, ici au point E. Ils sont accueillis dans de difficiles conditions. Les femmes qui résident dans le quartier nous aident dans la nourriture. Il y a ici des enfants, des femmes enceintes, des bébés de 2 et même de 5 mois. C'est pénible comme situation. Nous n'arrivons plus à fermer l'œil de la nuit, tout en sachant que nous dormons à la belle étoile. En plus, la nourriture est insuffisante. C'est très difficile. Ces réfugiés ont fui le pays car ils n'y sont pas en paix. L'affluence continue. La plupart sont des enfants. Ce jeune garçon est élève. Il a abandonné ses études pour fuir le danger en Gambie. J'ai pas pu continuer mes études à cause de la crise. Ça m'a fait très mal. C'est des frères africains comme moi. Donc on devait venir les soutenir, les aider, et bien, tu vois, faire quelque chose quand même, pas rester les bras croisés. Parce que c'est pas normal quoi. C'est pas normal du tout que nos frères vivent comme ça. Les premiers soutiens proviennent des résidents de la localité, des bénévoles qui viennent compatir. Vu la situation qui se passe en Gambie en ce moment, nous Sénégalais, on est obligés de les accueillir et de les prendre en charge. On va faire le maximum pour contacter nos autorités pour qu'on puisse les aider. Pour de meilleures conditions d'accueil, ces ressortissants gambiens misent sur la volonté des autorités. Nous demandons au gouvernement sénégalais et à la communauté internationale de nous venir en aide. Nous frappons à toutes les portes pour soutenir nos concitoyens gambiens. Ils sont en moyenne 10 000 Gambiens à fuir leur pays pour trouver refuge au Sénégal. Cela fait déjà 48 heures que certains passent la nuit à la Belle Étoile. Le nouveau président élu en Gambie, Adama Barrow, a prêté serment cet après-midi. L'investiture s'est déroulée à l'ambassade de la Gambie au Sénégal. Si certains réfugiés gambiens y voient une évidence, d'autres sont d'avis que la cérémonie devait se faire au pays. Ils souhaitent malgré tout un plein succès au tout nouveau président pour que la stabilité revienne en Gambie, suivant les différentes réactions au micro de Moussabey. Comme la situation se dégrade en Gambie, il est préférable de tenir la cérémonie d'investiture ici au Sénégal. Je suis Gambien et j'y serai, Inch'Allah. Si Adama Barrow compte prêter serment à Dakar, c'est bien. Après tout, le Sénégal s'attelle à ce que la paix revienne au pays. La Gambie et le Sénégal sont le même peuple, des pays frères. Comment il devait le faire à Gambie, mais comme que Gambie a un problème, bon, tout le monde est en train de fuir. Donc il peut le faire ici, parce que Sénégal c'est Gambie, Gambie c'est Sénégal. Vraiment, je le félicite. En même temps, lui aussi, s'il part à Gambie, n'a qu'à respecter la population, n'a qu'à respecter ce qu'il a dit, n'a qu'à respecter tous ses engagements. En Gambie, la tension est plus que jamais vive. Yaya Jammeh qui refuse de quitter le pouvoir. Des Sénégalais nous donnent leur point de vue sur cette situation. Pour la plupart, c'est l'intervention du président mauritanien qui a permis le recul des forces militaires gambiennes. Tous espèrent en tout cas que Yaya Jammeh va prendre la bonne décision afin qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine. Lustina Sagna. La crise gambienne a fini d'inquiéter les Sénégalais. À la Médina, les populations abordent la question avec sérénité. Pour ces personnes du troisième âge, il n'y aura pas d'intervention militaire en Gambie, tout se passera pacifiquement. Il aura beau persister, il va partir, hein, parce que tout le monde est contre lui. Hein. C'est pas normal qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir comme ça. Hein. Il a été gagné. Moi je pense qu'il cherche à jouer avec les autres.
essayer de jouer, dire que je ne vais pas partir, mais il va partir en catimini. Il n'y aura pas de violence. Non, il n'y aura pas de violence. Ensuite, ce que je reprocherai, moi, aux droits de l'homme sénégalais, et ensuite à plusieurs journalistes, c'est tout de suite d'avoir mis le feu pour dire que c'est trop simple, que Yaya Jammeh va quitter le pouvoir, c'est trop simple qu'il quitte comme ça le pouvoir, il faut l'amener à la CPI, il faut faire ceci. Mais dans ce truc-là, le gars, il peut se recroqueviller sur lui-même, se sentir très isolé et être dans une position suicidaire. Je crois que c'est ça qui est arrivé. Malgré les nombreuses tentatives des chefs d'État de la CEDEAO d'amener l'homme fort de Kanilaï à la raison, Jammeh s'entête à rester au pouvoir. Yaya quittera-t-il le fauteuil présidentiel? Quand? Comment? Dans quelles conditions? Voilà l'avis des Sénégalais. Mais le pouvoir, je crois qu'il va le céder. Mais ça dépendra de ce qu'on lui proposera. Il ne faudra pas qu'on lui propose le Nigérien. Parce qu'au Nigeria, on a vu que Charles Taylor, auquel ils avaient accordé l'asile, ils l'ont fini par l'envoyer à la CPI. Au Sénégal, le gars du Tchad, Abré, a été encore livré. Il ne va pas se mettre dans cette position-là. L'opération devait être déroulée à minuit. À cette heure, les négociations se poursuivaient avec le président mauritanien, qui s'est d'ailleurs rendu à Dakar pour s'entretenir avec le président Macky Sall. Yaya Jammeh partira de façon pacifique, si Dieu le veut. S'il doit y avoir des morts, ce sera dans son camp, mais pas les populations gambiennes. À compter de la date d'aujourd'hui, Yaya Jammeh n'est plus considéré comme le président de la République de la Gambie. Son prédécesseur, Adama Barrow, lui a prêté serment ce jeudi au Sénégal dans les locaux de l'ambassade de la Gambie. En bref, selon nos confrères de Radio France Internationale, un porte-parole de l'armée sénégalaise cité par l'agence France Presse a indiqué que les troupes du Sénégal sont entrées en Gambie dans une résolution approuvée à l'unanimité cet après-midi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a apporté son soutien aux initiatives menées par la CEDEAO pour pousser le président sortant Yaya Jammeh à quitter le pouvoir. Informé juste et vrai en situation de crise n'est pas chose aisée. Les informations sont souvent verrouillées. La dernière en date, vous l'avez certainement compris, c'est la crise en Gambie. Comment les rédactions arrivent-elles à jouer leur rôle dans pareille situation? Élément de réponse avec Ibrahim Fall. La crise qui secoue la Gambie tient en haleine tous les Sénégalais. Parmi eux, les journalistes. Ils sont en permanence collés à leur téléphone à la quête de l'information. J'écoute. Allô? Oui. Bien, je vous envoie une... Informer les auditeurs et téléspectateurs n'est pas une chose facile pour ces chasseurs d'informations, surtout quand il y a risque d'une intervention militaire. Je pense qu'en situation de crise, qu'elle soit humanitaire ou militaire, il faut faire extrêmement attention. Prôner une très grande prudence. Les informations tombent, elles viennent de partout. Il faut vérifier les informations, les recouper, vérifier, revérifier, jusqu'à ce que l'information soit assez crédible. Comme on dit aussi, aucune source n'est neutre, donc ça demande des recoupements, ça demande aussi un traitement particulier, des angles particuliers, parce qu'en fait, en matière d'information concernant des situations pareilles où on se prépare à une guerre, et comme on dit souvent qu'en période de guerre, la vérité est la première victime. Donc il est toujours bon de voir quelle est la position de la source avant de livrer l'information. Les auditeurs et téléspectateurs sont exigeants. Ceci ne devrait pas être un prétexte pour le journaliste de ne pas vérifier les informations reçues. Pas facile, les auditeurs attendent à avoir des informations, mais quelle que soit l'attente des auditeurs, il faut leur donner une information vraie et vérifiée et crédible. C'est extrêmement important. Un auditeur ne peut pas vous forcer à donner une information qui n'est pas bonne, ce n'est pas responsable. C'est une difficulté, mais de la même manière que ces présidents, ces chefs d'État de la CEDEAO peuvent trouver des subtilités pour vérifier l'information, des subtilités pour surveiller l'information, de cette même manière aussi les journalistes trouvent des subtilités pour pouvoir trouver peut-être des angles d'attaque, de traitement de l'info. Plusieurs radios ont proposé des éditions spéciales aux auditeurs en temps réel, ce qui n'est pas une tâche facile en période de crise.
Le mouvement des jeunes madibaristes a organisé ce mercredi une conférence publique sur l'élection de Donald Trump et la crise en Gambie. Selon le professeur Ousmane Sen, directeur du WARC, beaucoup de choses vont changer après l'investiture de Donald Trump. De son côté, le professeur Bouba Diop précise que la crise gambienne menace la paix et la stabilité des pays voisins. Un compte-rendu de notre stagiaire Adjara Ndiaye. Les jeunes madibaristes sont préoccupés par l'actualité politique gambienne et l'élection de Donald Trump. Deux surprenantes élections qui continuent d'attirer l'attention de la communauté internationale. Nous avons tenu aujourd'hui, en collaboration avec le WARC, à organiser ce panel pour permettre à la jeunesse africaine de comprendre les deux sujets que nous avons posés. C'est pourquoi nous avons demandé à nos deux éminents professeurs pour nous poser le débat et permettre à la jeunesse africaine de comprendre ce qui se passe réellement. Pour le président du WARC, Donald Trump n'a pas encore de pouvoir de décision aux États-Unis parce que n'ayant pas encore siégé à la Maison-Blanche. Toutefois, il précise que les choses vont changer après son investiture. Donald Trump est toujours Donald Trump, le président élu. Mais il n'est pas encore Mr. Donald Trump, President of the United States. C'est-à-dire que le jour où il va jurer de servir les États-Unis, c'est à partir de ce moment qu'il est président de la République. Donald Trump a d'autres institutions qui sont là pour lui baliser le chemin, certes, mais pour lui montrer la voie. Donc il y a une limite à ce qu'il peut faire. Je crois que de ce point de vue, on peut être rassuré. Selon le professeur Bouba Diop, la situation gambienne menace aujourd'hui la paix, la stabilité de toute la sous-région et l'intégration africaine. Tant que la Gambie reste cette sorte d'enclave au niveau du Sénégal, on n'aura jamais la paix et on n'aura jamais le développement. Entre le Sénégal et la Gambie, il faut faire en sorte que les peuples soient effectivement en synergie sur un certain nombre de dossiers et qu'on avance au niveau d'une nouvelle confédération et peut-être même au niveau d'une entité beaucoup plus fluide. Le mouvement madibariste s'engage à conscientiser les jeunes. Héritiers de Nelson Mandela, ils militent pour la paix et la stabilité sociale. Leur objectif est de permettre à la jeunesse de comprendre la situation politique dans le monde. Autre actualité, le torchon brûle entre le ministère de la Santé et les médecins en spécialisation. Ces derniers se sont rassemblés ce matin devant leur ministère de tutelle pour réclamer leur bourse. Depuis 12 mois, ces médecins courent derrière leur dû. Ils vont entamer un mouvement d'humeur avec une grève de la faim au menu. Djibi Sardioni. 10 heures, le ministère de la Santé est assiégé par des blouses blanches. Ces médecins en spécialisation voulaient tenir un sit-in, mais l'accès à l'intérieur du ministère leur a été interdit. Une situation que déplorent ces médecins qui réclament, entre autres, le paiement de leur bourse. On est dans un processus de lutte pour l'octroi et le paiement de nos bourses, qui, depuis 2016, durant 12 mois maintenant, les bourses n'ont pas été payées. Il y a eu beaucoup de remous depuis le mois de septembre. Et on a, avec beaucoup de sittings, beaucoup de grèves, on a trouvé des accords avec le ministère de la Santé. Ce dernier a eu tort, je pense à mon avis, de ne pas respecter ces accords. Ce qui n'a pas été fait. On a eu beaucoup de rencontres avec les autorités. Au finish, on est venu vendredi passé pour voir le DRH et ce dernier nous dit que ce n'est plus possible. Je vous avais promis, mais je ne peux plus. Pourquoi ? Hormis ces promesses non respectées par leur autorité de tutelle, ces médecins en spécialisation fustigent le fait qu'ils n'ont pas la possibilité de bénéficier des prises en charge médicales. Nous, étant médecins, nous sommes dans les hôpitaux, c'est nous qui faisons des gardes, les consultations, les opérations, tous les actes médicaux, c'est nous. Mais quand quelqu'un est malade parmi nous, tu n'as pas la possibilité de se faire soigner dans l'hôpital où tu donnes à chaque fois, chaque garde, au moins 300 000, 1 million ou bien 2 millions. L'hôpital ne te soigne pas. Tu payes de ta poche. 1, 2, tu n'es pas rémunéré. Il n'y a pas une rémunération de l'hôpital. Le torchon brûle entre le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et ses médecins qui comptent poursuivre le combat jusqu'à avoir gain de cause. À noter que ce mouvement d'humeur est suivi d'une grève de la faim pour exiger le paiement immédiat de leur bourse.
Sur le même sujet, le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé n'a pas tardé à réagir face aux accusations donc à son encontre. Selon Ibrahima Soukandela Diouf, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il soutient qu'en 2016, il n'y a pas eu d'inscription pour de nouvelles bourses. Il rassure donc qu'en 2016, ces médecins vont recevoir leur dû, suivant ses explications. Au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avons reçu pour instruction de discuter de toutes les questions qui touchent le secteur de la santé. C'est pourquoi ce matin, quand les médecins en spécialisation se sont présentés, je suis descendu les rencontrer. Vous comprendrez que dans ces conditions, il n'y a pas de discussion. Si on veut une discussion fructueuse à la sortie de laquelle on a des solutions, on ne peut pas prendre tout ce monde-là pour faire une discussion. L'année dernière, dans le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il n'y avait pas d'inscription pour de nouvelles bourses. Donc, toutes les demandes qu'on a reçues n'ont pas fait l'objet d'une satisfaction. Donc, quand quelqu'un vous demande, si vous avez de l'argent, vous pouvez lui donner. Mais si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas donner. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. La ligne budgétaire qui servait à prendre en charge ces bourses-là ne permettait pas de prendre de nouvelles bourses. Et je vous dois ajouter que tous les anciens boursiers ont continué l'année dernière, en 2016, à percevoir correctement leurs bourses. Plus de 30 000 enfants sont atteints de cardiopathie grave au Sénégal avec le centre cardio-pédiatrique Kyomo. Il est aujourd'hui possible d'opérer ces enfants sans évacuation. Financé à hauteur de 6 millions d'euros, ce centre va accueillir plus de 300 enfants en 2017. Ndé Fatimlo. D'habitude, les enfants qui souffraient de maladies du cœur étaient évacués en Europe afin de subir une opération. Dorénavant, le Sénégal dispose d'un centre cardio-pédiatrique Kyomo capable de prendre en charge ces pathologies, une étape importante dans l'évolution de la médecine du pays. Et progressivement, les choses se sont réalisées et on arrive aujourd'hui à obtenir ce bijou de la chaîne L'Espoir, qui est une chaîne qui fonctionne très bien, qui vont maintenant venir pour nous aider à avancer encore plus dans le développement de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Remercier la fondation Kyomo qui a cru au projet. Avec 2 salles d'opération, ce centre peut accueillir pour sa première année de fonctionnement plus de 300 enfants malades et possède un plateau médical digne de son nom. 10 lits de réanimation lourdes. Tous les 10 lits peuvent accueillir les malades les plus complexes. Si on sait que dans chaque salle, on peut opérer 2 patients, voire 3 par jour, vous voyez que nous avons beaucoup de potentiel. 10 lits d'hospitalisation qui vont être complétés par la maison des enfants. Si c'est quelqu'un qui a besoin encore de rester au niveau de l'hôpital pour des raisons sociales ou pour des raisons liées à l'éloignement. Le centre cardio-pédiatrique Kyomo va accueillir des enfants malades âgés de moins de 16 ans. La chaîne de l'Espoir compte mettre en place un fonds de solidarité pour que ce centre soit accessible à toutes les bourses. Nous sommes en train de réfléchir, c'est comment organiser un fundraising pour pouvoir avoir des fonds pour financer les plus pauvres. Nous discutons avec les autorités, avec la Fondation Kyomo, comment mettre en place ce fonds de solidarité qui fera que ce centre sera accessible aussi aux plus pauvres. Bon nombre d'enfants attendent d'être opérés. Aujourd'hui, l'espoir est grand. Avec ce centre Kyomo, c'est chose possible. De plus, il est accessible à tous. Depuis ce lundi 16 janvier, les activités chirurgicales du centre ont débuté. 4 enfants ont été opérés avec succès. Le fonds de dotation à la décentralisation et le fonds d'équipement aux collectivités locales ont connu une hausse de 1,5 milliard de francs CFA. C'est pour permettre donc aux collectivités d'avoir plus de ressources. Selon le ministre de tutelle, l'État va continuer de soutenir ces collectivités sur les salaires, suivant les explications d'Abdoulaye Diouf Sarr. Le fonds de dotation à la décentralisation et le fonds d'équipement aux collectivités locales. 2 fonds que l'État transfère aux collectivités locales pour leur permettre de mieux prendre en charge les compétences transférées. Ce qu'il faut noter, c'est la permanence dans la volonté du chef de l'État de doter toujours plus les collectivités locales de ressources. Monsieur le Président l'a dit, l'année dernière, nous étions à 42 milliards. Cette année, il y a 1,5 milliard de plus sur les 2 fonds.
cela ne tient pas compte d'autres interventions qui ne passent pas par ces transferts directs aux collectivités locales. L'année dernière, vous avez effectivement noté qu'on a eu moins de problèmes dans les collectivités locales parce que, en plus de ces éléments de transfert dans le cadre de la LFI, l'État a eu, pendant l'année, dans le cadre de la LFR, à soutenir l'ensemble des collectivités locales sur leurs salaires. Cette année aussi, nous avons augmenté la dotation, mais nous surveillons le secteur pour que, éventuellement, les interventions nécessaires. Nous venons de faire la répartition en grande masse et nous allons donc travailler sur la répartition de détail pour qu'avant le 31 mars, toutes les collectivités locales puissent disposer de leurs ressources. La Cour suprême a rendu son verdict sur l'affaire dite marché Boubès. La gestion de ce marché revient désormais à la commune de Djida Thiaroye-Kao au détriment de celle de Wakhinane Nimzatt. Une décision qui intervient après une longue bataille juridique entre ces deux localités de la banlieue dakaroise. Toutefois, les autorités municipales de Wakhinane comptent introduire un recours. Plus de détails avec Abdoulaye Wanyanga, Ibrahim Togola. Tombé sur l'affaire opposant la commune de Djida Thiaroye-Kao à celle de Wakhinane Nimzatt relative à l'attribution de la gestion du marché Boubès. La gestion revient désormais à la municipalité de Djida Thiaroye-Kao. Le maire de cette commune s'est félicité de ce dénouement heureux. Marché Boubès est illustratif de la bataille d'étouffement que Macky Sall, son gouvernement, sont en train de mener contre le maire de Djida Thiaroye-Kao. Cette décision judiciaire intervient au terme d'une lutte féroce entre les deux communes voisines de la banlieue. Aliou Sall est allé au front. C'est Aliou Sall qui a tordu le bras au maire au préfet de Guédiawaye pour prendre un arrêté hors de sa circonscription. A signaler que ce contentieux fait partie des fâcheuses conséquences de l'acte 2 de la décentralisation décidé en 1996 où la commune de Djida Thiaroye-Kao ne pouvait pas donc effectuer une collecte au sein du marché Boubès. Avec l'acte 3 de la décentralisation, c'est tout à fait le contraire, ce qui avait conduit à un tiraillement avec la commune de Wakhinane Nimzatt qui a d'ailleurs décidé d'introduire un recours. En politique, on compte une nouvelle force vive de la nation dans les rangs. Il s'agit du Front pour la dignité socialiste, une initiative pour faire libérer Bamba Fall et compagnie. Ce front a été lancé ce mercredi à l'université Cheikh Anta Diop par la jeunesse pour la démocratie et le socialisme. C'est pour faire face au régime de Macky Sall et au secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanordien. Ce qu'il fallait en retenir avec Ibrahim Fall. Dans le combat que nous menons, nous n'avons aucun problème. Babacar, nous ne quitterons pas le parti. Le mot est lâché. Ces socialistes sont déterminés à mener leur combat à l'interne. Des contre-vérités sont en train d'être racontées par certains leaders du Parti socialiste de l'avis de ses frondeurs. Le combat que nous menons aujourd'hui, nous ne sommes pas des souteneurs, nous sommes des militants. Qu'à défaut d'arguments, les responsables actuels du Parti socialiste ont décidé de raconter des contre-vérités à l'opinion nationale pour leur faire croire que nous ne sommes pas disposés ni disponibles à consolider les acquis des pères fondateurs du socialisme. Une nouvelle forme de lutte sera adoptée. Nous lançons le Front pour la dignité, initiative pour défendre Bamba Fall et ses co-détenus. Nous ne le ferons pas pour Bamba Fall, nous le faisons au nom de la dignité, au nom de la démocratie, au nom des valeurs, au nom de la justice sociale, au nom de l'égalité, au nom de la liberté, au nom de la démocratie authentique et radicale. Le régime en place cherche à intimider les leaders de l'opposition, soutient ce membre de la coalition Wattu Sénégal. C'est un combat de tous les jours. Bamba Fall est allé en prison, mais peut-être que d'autres aussi vont aller en prison. J'ai dit l'autre jour que Macky Sall n'a qu'à étendre les prisons, multiplier les prisons. Parce que tant qu'il restera sur cette voie de la dictature, les gens vont s'opposer. Bamba Fall et compagnie seront libérés. Ceci demeure le combat de Khalifa Sall et la jeunesse pour la démocratie et le socialisme.
Le parti Engagement pour le progrès du Sénégal ira seul aux prochaines législatives. Déclaration de son président Issa Sadio Kanouté sur donc le progrès du Sénégal. Il est d'avis que le pays est mal géré par le régime en place. Suivant ses explications. Pour l'instant, jusqu'à ce jour, nous avons décidé d'aller en solo parce que nous sommes en train de communiquer avec les populations et nous nous disons qu'il fallait, après avoir transmis des messages aux populations, il fallait évaluer quelle est la teneur de notre message. Et la meilleure façon d'évaluer cette teneur, c'est d'aller et de voir l'impact de nos messages vis-à-vis des populations. Et venir à la rencontre de nos militants, discuter avec eux, échanger et les tranquilliser, les rassurer par rapport aux différents problèmes que vivent les Sénégalais. Donc c'est dans ce cadre que nous faisons des concertations, en posant les populations posent des questions liées à leur vie, à leurs problèmes, et nous essayons de leur dire comment nous comptons nous y prendre pour le résoudre. C'est pour qu'ils sachent que peut-être l'espoir n'est pas perdu, parce que si vous voyez, demandez aux Sénégalais, est-ce qu'ils parviennent à se soigner? Ils mangent à leur faim? Est-ce que les Sénégalais présentement sont en sécurité? Il suffit de voir ça pour dire que le bilan n'est pas bon. Une banlieue vraiment où on voit beaucoup de choses. On y voit la déception, on voit le désespoir, on voit dans cette banlieue la